Je voyage beaucoup pour le travail. C'est le lot des journalistes. Je couvre surtout des histoires humaines politiques, corruption dans les petites villes. Pas glamour, mais ça paie les factures. Et franchement, j'aime changer d'air. Ça m'empêche de m'encrouter. Cette semaine-là, j'étais à Marseille pour un portrait d'un maire accusé de détourner des fonds municipaux vers la librairie en faillite de son cousin. C'était un jeudi soir. J'avais fini mes interviews, envoyé mes notes, et je suis rentré à ma chambre d'hôtel vers 13 h. Rien d'extraordinaire, un hôtel de chaîne classique, avec cette odeur bizarre d'air recyclé et de nettoyant pour moquette. J'ai pris un croque-monsieur à emporter au bistrot d'en face, enlevé mes chaussures, et je me suis affalé sur le lit avec mon téléphone. Je ne regardais rien de précis. Je laissais l'algorithme me proposer des vidéos. Chat, résumé de match, gens énervés criant dans des micros. Puis une vidéo a attiré mon attention et une actu locale de chez moi. Le titre disait « Nouveau jardin de sculpture inauguré en centre-ville, réaction des habitants ». C'était filmé en plein cœur de Bordeaux, ma ville. J'ai cliqué par curiosité, me demandant ce qui se passait chez moi. Et maintenant, un mot sur elle. Élodie. On était mariés depuis presque 8 ans. Elle bossait dans la pub, elle dirigeait l'équipe créative d'une agence de taille moyenne. Brillante, vive, impossible à ignorer dans une pièce. Quand on s'est rencontrés, elle était le genre de femme qu'on remarque avant même qu'elle parle. Il y avait quelque chose en elle. Du style, de l'élégance, une flamme qui vous attirait et vous retenait. Ce jour-là, elle m'avait dit qu'elle travaillait tard. Une présentation pour une nouvelle campagne, gros client, beaucoup en jeu. Alors imaginez ma confusion, ce choc au ventre quand je l'ai vue dans cette vidéo. Pas au centre. Juste une silhouette floue en arrière-plan, marchant sur le trottoir dans son trench beige. Le même qu'elle portait quand on a signé pour notre maison. Je l'ai reconnue tout de suite. Mais elle n'était pas seule. Un type marchait à ses côtés. Grand. Soigné. Vêtu d'une de ces vestes cintrées qui hurlent, hors de prix. Il riait. Pas juste un petit rire poli, il riait. Tête penchée l'une vers l'autre, comme s'ils partageaient un secret. Sa main tenait son bras, et c'est ce qui m'a le plus alerté. Ça a duré peut-être 4 secondes avant qu'il sorte du cadre. J'ai mis la vidéo sur pause. Remonter. Rejouer. Encore. Mon cœur cognait fort, comme un tambour d'alerte. J'ai zoomé jusqu'à ce que son visage devienne flou, puis dézoomé. Je connaissais ce sourire. C'était Élodie. Aucun doute. La vidéo était en ligne. Je suis resté là, tenant mon téléphone comme s'il s'était transformé en bloc de glace. Mon cerveau trébuchait, cherchant une explication rationnelle. Alors je l'ai appelée. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, la voix légère et douce. « Salut, chérie. Ça va ? Salut. T'es encore au boulot ? » J'ai essayé de garder une voix neutre. « Ouais, je viens de sortir déjeuner. » Pourquoi ? Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas dit que je l'avais vu aux infos. J'ai juste dit « cool ». Juste un coucou, et j'ai raccroché. Puis j'ai fixé le plafond longtemps. Finalement, j'ai appelé son bureau. Ils avaient encore une ligne d'accueil sur leur site. J'ai composé le numéro. Une femme a répondu, joviale et ignorante. « Bonjour, Élodie est là. » Une courte pause. « Élodie ? Oh, elle est en arrêt maladie aujourd'hui. Ma gorge s'est asséchée. Vous êtes sûr ? Oui, c'est noté dans l'agenda. Elle a appelé ce matin. D'accord. Merci. J'ai raccroché. Et je suis resté là, dans cette chambre d'hôtel fade avec son papier peint beige et ses coussins moches, à essayer de comprendre ce que je devais ressentir. La colère n'est pas venue en premier. C'est bizarre. C'était la confusion. Comme si on m'avait donné un puzzle avec la moitié des pièces manquantes et qu'on me demandait de le résoudre sous une horloge qui tic-tac. Puis la douleur. Celle qui ne pique même pas encore. Elle s'installe juste profondément dans la poitrine et rend tout un peu plus froid. Je n'ai pas dormi. Et au fond de moi, quelque chose s'est fissuré. Une voix que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Elle cache quelque chose. Et je devais savoir quoi. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un mal de tête lancinant et une boule à l'estomac qui n'avait pas disparu depuis la vidéo.
J'ai à peine touché le petit déjeuner de l'hôtel, juste trituré les œufs et laissé le café refroidir. Je ne savais pas quoi faire au début. Lui parler? Faire comme si de rien n'était? Ignorer? J'ai passé en revue 1000 scénarios dans ma tête, aucun n'avait de sens. Puis je me suis souvenu d'une conversation, il y a presque 2 ans, avec un collègue avec qui j'avais bossé sur un article long sur le financement des infrastructures urbaines. Il s'appelait Lucas. Un type brillant, marié plus longtemps que moi, et je me souvenais qu'il m'avait raconté que sa femme l'avait trompé. Il avait dit qu'il avait géré ça, discrètement, mais efficacement. Alors je l'ai appelé. Je n'étais même pas sûr qu'il répondrait, mais il a décroché à la première sonnerie. « Salut, mec », j'ai dit. « Ça va peut-être te sembler bizarre, mais tu te souviens de m'avoir parlé de ton histoire, à l'époque? Avec ta femme ?» Une pause. « Ouais », a-t-il répondu lentement. « Pourquoi ? Je crois qu'il se passe quelque chose avec Elodie. » Lucas n'a pas dit « Je suis désolé » ou « T'es sûr ?» Il m'a juste donné un nom. Marc Dupont. Un détective privé, ancien de la police de Bordeaux, qui faisait de la surveillance dans notre coin. Il ne perd pas de temps, a dit Lucas. Et il sait se taire. J'ai appelé Marc cet après-midi-là. Il a répondu d'une voix rocailleuse, comme s'il avait déjà tout vu et que plus rien ne le surprenait. Je lui ai dit qui j'étais, ce que j'avais vu, ce que je soupçonnais. Sans théorie farfelue. Juste les faits. Ma femme dans une vidéo avec un type. Elle a menti sur où elle était. Elle a menti sur son arrêt maladie. Ça me suffisait. On a convenu de se rencontrer le lendemain, une fois rentré à Bordeaux. Marc avait un petit bureau en périphérie du centre-ville. Pas d'enseigne, juste un numéro sur la porte. Il était comme je l'imaginais à la cinquantaine, trapu, chemise froissée. Il avait ce regard fatigué mais concentré, comme s'il travaillait sur une affaire même en vous parlant. « Vous voulez que je la suive ?» a-t-il dit, sans poser de questions, juste en constatant. « Oui », ai-je répondu. « Une semaine. Je veux savoir où elle va, qui elle rencontre, ce qu'elle fait. » Il a hoché la tête. « Photos, vidéos, horaires ? Tout. » Marc n'a pas promis de résultat. Juste qu'il me tiendrait au courant. On s'est serré la main, et je suis parti. La semaine suivante a été brutale. Elodie était comme d'habitude. Douce. Bavarde. Peut-être un peu distraite, mais rien qui criait la culpabilité. J'ai fait semblant. Poser des questions sur sa journée. Laisser parler. Mais chaque minute ensemble, c'était comme marcher sur un lac gelé, attendant le premier craquement. Marc m'envoyait des mises à jour chaque soir. Toujours courtes, directes. Sans chichi. Les 3 premiers jours, rien d'anormal. Je ne vais pas mentir, j'ai commencé à douter. Peut-être que j'avais surréagi. Peut-être que le type dans la vidéo était juste un collègue, et que je les avais vus rire à une blague idiote. Peut-être que j'allais foutre en l'air mon mariage pour rien. Mais le 4e jour est arrivé. Marc a écrit. 13h10 où Elodie est arrivée au 1527 Tour des Étoiles. 13h13 entrée dans le hall. Pas de livraison en main. Seule. 16h48 sortie de l'immeuble. Rentrée chez elle. La même chose s'est produite les jours 5 et 6. Pas de nom. Pas de conclusion. Juste des faits. La Tour des Étoiles était un nouvel immeuble luxueux, condo haut de gamme, concierge, salle de sport privée, bar en rooftop, tout le tralala. J'ai envoyé un texto à Marc. Une idée de qui vit dans l'appartement qu'elle visite ? Il a dit qu'il obtiendrait le numéro de l'appartement et vérifierait via ses sources. 1 heure plus tard, il a répondu. Enregistré au nom de Nicolas Lefebvre. 32 ans. Propriétaire de 3 quincailleries. Conduit une Tesla Model 3 noire. Pas de casier judiciaire. Semble clean. Vit seul. J'ai cherché Nicolas sur Google par pur réflexe. J'ai trouvé une photo dans un article local, jeunes entrepreneurs à suivre. Il avait l'air sorti d'un magazine. Mâchoire carrée, sourire éclatant, assurance décontractée. Le genre de type qui a toujours une coiffure parfaite et des chemises qui ne se froissent jamais. Elodie n'avait jamais mentionné un Nicolas Lefebvre. Pas une fois. Et je pensais connaître la plupart de ses amis.
J'ai demandé à Marc de surveiller l'endroit. Rien d'agressif, pas de coup à la porte, pas d'interaction. Juste observer. Voir si elle y retournait. Elle y est retournée. Et je ne pouvais plus chasser ce sentiment. Une partie de moi têtue, pleine d'espoir, voulait encore croire que c'était innocent. Peut-être un client, peut-être qu'elle l'aidait avec une campagne de pub. Mais si c'était vrai, pourquoi le cacher? Pourquoi mentir sur le boulot? Pourquoi simuler un arrêt maladie? Marc n'a pas demandé ce que je voulais faire ensuite. Il a juste dit qu'il me tiendrait au courant. Je l'ai remercié. Puis je me suis assis à mon bureau, j'ai fermé les stores, et j'ai fixé la photo floue d'Élodie entrant dans cet immeuble. Ce n'était pas rien. C'était quelque chose. 2 jours après que Marc m'a donné le nom, le visage et l'adresse, je suis rentré à Bordeaux. Élodie pensait que j'étais encore à Marseille. Elle n'avait pas l'air suspicieuse. Elle souriait pendant notre FaceTime ce matin-là, me demandant si je voulais qu'elle prenne quelque chose pour mon retour. J'ai dit non, que je commanderais un repas à emporter en arrivant. Elle m'a envoyé un baiser par caméra. J'ai fermé l'appli et jeté mon téléphone sur le lit de l'hôtel. En atterrissant ce soir-là, je ne suis pas rentré à la maison. Je n'ai même pas envoyé de texto. J'ai appelé mon ami Paul à la place. Paul, c'est le genre de mec qui ne pose pas de questions avant que tout soit fini. On était à la fac ensemble, il était ailier au rugby, j'étais celui qui prenait des notes en tribune. Il bosse dans le BTP maintenant, toujours costaud comme un bœuf, avec sa casquette de baseball à l'envers, comme s'il n'avait jamais quitté ses 20 ans. Je savais que si je disais « j'ai besoin de renfort », il serait dans sa voiture avant que je finisse ma phrase. Je lui ai dit de me rejoindre sur le parking en face de la Tour des Étoiles à 19h15 précise. J'ai garé ma voiture à quelques rues et j'ai marché, capuche relevée, mains dans les poches. Paul est arrivé dans son vieux Renault pick-up, mâchant un chewing-gum comme s'il allait à une partie de cartes. « T'es sûr de toi ?» a-t-il demandé, en désignant l'immeuble. « Ouais », ai-je dit. « Je ne le touche pas. Je veux juste le regarder dans les yeux. » On a pris l'ascenseur en silence. L'immeuble sentait le citron et le plâtre neuf. Trop propre. Trop brillant. Chaque coin semblait crier son prix. Son appart était au 17e étage, côté droit du couloir. Je me suis planté devant la porte et j'ai frappé 3 fois. Quelques secondes plus tard, une voix a retenti de l'intérieur. « C'est qui ?» J'ai regardé Paul. Il a haussé les épaules. « Plombier ?» ai-je dit, en baissant légèrement la voix. « Vous inondez l'appartement du dessous. » Hésitation. Puis des pas. Puis le clic d'un verrou. La porte s'est entr'ouverte d'1 centimètre. C'était tout ce qu'il me fallait. Je l'ai poussé fort. Le type de l'autre côté et Nicolas a trébuché en arrière, complètement pris au dépourvu. Il a heurté le parquet avec un bruit sourd, tombant sur le dos comme si on lui avait arraché le tapis sous les pieds. Paul est entré derrière moi, bloquant la porte au cas où. Nicolas s'est redressé tant bien que mal. « C'est quoi ce bordel? Vous êtes qui? J'appelle les flics. » Il a tendu la main vers son téléphone sur la table d'appoint. J'ai sorti une photo de ma poche, Élodie et moi, pour notre 5e anniversaire de mariage, devant un vignoble à Saint-Émilion. Sourire, verre de vin, sa tête sur mon épaule. Je l'ai jeté sur ses genoux. « Tu savais pas qu'elle était mariée ?» ai-je dit, la voix plate. « Eh bien, maintenant, tu sais. » Il a fixé la photo, clignant des yeux. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. La prise de conscience l'a frappé d'un coup. Il avait l'air jeune. Pas idiot, juste arrogant. Le genre de mec qui pense pouvoir tout se permettre tant qu'il sourit bien. Écoute, je ne savais pas, a-t-il dit rapidement. Elle a dit qu'elle était séparée. Bien sûr qu'elle l'a dit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé de le frapper. Je suis resté là, main dans les poches, laissant le silence s'étirer. Ça déstabilise toujours plus que les hurlements. Voilà le deal, ai-je dit. Je pourrais te détruire. Ses sourcils se sont levés. Je bosse dans cette ville depuis 15 ans. Je connais des gens dans la presse. Je connais un type à la mairie. Je connais tes concurrents. Tu tiens des quincailleries, non? Il a hoché la tête lentement. Je pourrais faire en sorte que chaque article sur toi parle d'adultère ou de briseur de ménage.
Je pourrais retarder chaque permis de livraison. Chaque inspection mystérieusement reprogrammée. J'ai pris une inspiration. Mais je ne veux pas de ça. Pas de drame. Je veux la vérité. Et des preuves. Il m'a regardé, clignant des yeux. Comment ça? La prochaine fois qu'elle vient, ai-je dit, tu vas enregistrer. Caméra cachée. Tu m'envoies la vidéo. Tout. Tu ne lui dis rien. Tu fais comme si tout était normal. Et quand j'ai ce qu'il me faut, tu n'entendras plus parler de moi. Nicolas a regardé Paul, toujours près de la porte, bras croisés. Puis il m'a regardé. Pourquoi tu ne lui parles pas directement, a-t-il demandé. Ça, c'est mes affaires, ai-je répondu. On est resté silencieux un long moment. Puis il a hoché la tête. D'accord, a-t-il dit doucement. D'accord. Je le ferai. Je te contacte demain pour le matériel, ai-je dit. Garde ta bouche fermée. Si elle la prend, le deal est fini, et je fais tout ce que j'ai promis. Nicolas n'a pas discuté. Il est resté là, par terre, la photo d'Élodie et moi à côté de lui, comme une pièce à conviction. Paul et moi sommes sortis. On n'a rien dit jusqu'à l'ascenseur. Ça s'est mieux passé que prévu, a marmonné Paul. J'ai hoché la tête. Je veux pas de vengeance, ai-je dit. Je veux de la clarté. Et ensuite, je veux qu'elle sorte de ma vie. Il a hoché la tête. Dis-moi si t'as besoin de moi encore, a-t-il dit. Le lendemain de la visite chez Nicolas, je suis allé directement dans un magasin d'électronique. Pas besoin de gadgets sophistiqués. Juste quelque chose de discret, activé par le mouvement. J'ai demandé des caméras d'intérieur discrètes qui passent inaperçues. Le vendeur m'a jeté un regard curieux, mais n'a pas posé de questions. J'en ai acheté 2. Une qui ressemblait à une station de charge, l'autre à un cadre photo. Les 2 en HD, capables de stocker plusieurs heures de vidéo. Pas besoin de son, mais elle l'avait. J'ai payé en liquide. Jeté les boîtes dans le coffre et roulé jusqu'à chez Nicolas. Il a ouvert la porte comme un mec qui venait d'échapper à un ours. Yeux nerveux, épaules tendues. Il s'est écarté et m'a laissé entrer sans un mot. J'ai posé les boîtes sur le plan de travail. Tu sais comment installer ça? Il a hoché la tête. Ouais. Je peux me débrouiller. Mets-les dans la chambre. Une près de la table de nuit, l'autre en face du lit. Il a hoché la tête encore, plus lentement. Quand? Bientôt, ai-je dit. J'ai l'impression que ce sera bientôt. Un autre voyage d'affaires approchait. Élodie était joyeuse dans ses textos ce matin-là. Elle disait que je lui manquais. Qu'elle avait hâte que je rentre la semaine prochaine. Qu'elle voulait organiser quelque chose de spécial pour nous. 2 jours ont passé. Je me suis occupé. J'ai dit à Élodie que je bossais tard, ce qui n'était même pas un mensonge. Je me suis plongé dans l'écriture et les délais pour ne pas penser. Chaque vibration de mon téléphone me faisait sursauter. Puis c'est arrivé. Un message de Nicolas. Elle est passée. J'ai la vidéo. Je l'envoie maintenant. Mes doigts ont hésité une seconde, mais j'ai juste répondu. Ok. Le fichier est arrivé 10 minutes plus tard. Pas long, environ 30 minutes, a-t-il dit. Il a inclus les horaires. Dit que les caméras ont bien fonctionné. Tout capturé. J'ai téléchargé le fichier. Enregistré sous un nom générique, rapport 47. Je l'ai mis sur mon bureau. Et puis j'ai juste fixé l'écran. Ensuite, j'ai ouvert. La vidéo démarrait sur une image calme de la chambre. Propre. Couleur neutre. On ne devinerait jamais la tension dans cette pièce. Elle est entrée quelques minutes après le début. Élodie. Cheveux bouclés. Rouge à lèvres parfait. Portant la robe bleu marine que je lui avais achetée au printemps dernier. Elle semblait heureuse. Pas le bonheur forcé qu'on affiche quand on est fatigué ou stressé. C'était de l'aisance. De la familiarité. Du confort. Elle tenait une bouteille de Bordeaux rouge. Nicolas l'a accueillie à la porte, l'a enlacée comme si c'était la 100e fois, pas la première. Le son était faible. Elle a ri. A fait un commentaire sur sa chemise. A dit quelque chose sur « enfin pouvoir se détendre ».
Je l'ai vue verser du vin dans des verres. Elle s'est assise au bord du lit, a enlevé ses chaussures, a attaché ses cheveux en queue de cheval. Décontractée, comme chez elle. Ils ont commencé à parler. À plaisanter. Sa voix était douce, affectueuse. Elle a touché son bras. Il s'est penché. Et puis c'est arrivé. Le genre de moment anodin en apparence, mais pour celui qui regarde, c'est un poignard entre les côtes. Ses mains sur lui. Son visage levé vers lui. Aucune hésitation. Aucune culpabilité. Ça a continué. Et j'ai regardé chaque seconde. Je n'ai pas bronché. Pas mis sur pause. Je voulais que ça s'imprime dans ma mémoire. Je devais la voir clairement, pas celle que j'avais idéalisée, pas celle des photos de mariage, pas celle qui envoyait des cœurs et des smiley pendant que j'étais dans des hôtels. C'était elle, maintenant. Quand la vidéo s'est terminée, la pièce est devenue silencieuse. Je suis resté là un moment. Pas de larmes. Pas de cris. Juste respirer. De longues inspirations lentes. Mes épaules semblaient porter des poutres d'acier depuis des semaines, et elles commençaient à céder. Pas de retour en arrière possible. Pas pour elle. Et pas pour moi. Après avoir vu la vidéo, quelque chose en moi s'est éteint. Pas bruyamment, pas avec colère. Plutôt comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et coupé le courant à l'intérieur. Plus de questions. Plus de doutes. C'était fini. Alors j'ai pris une décision. Je n'allais pas lui crier dessus. Ni la supplier d'expliquer, ni me disputer. J'allais m'assurer qu'elle n'oublie jamais ce qu'elle avait fait. Et que tout le monde le voit aussi. L'anniversaire d'Élodie approchait, dans moins de 2 semaines. Elle en parlait depuis un moment, laissant entendre qu'elle voulait organiser quelque chose de sympa. Un barbecue dans le jardin ou un dîner sur un toit terrasse. Elle adorait être au centre de l'attention. L'idée d'être célébrée, bien habillée, entourée de caméras et de compliments, c'était son élément. Alors j'ai joué le jeu. Je lui ai dit qu'on allait faire les choses en grand cette année. Je suis rentré un après-midi, l'air enjoué. J'ai dit que j'avais libéré mon agenda. Que je voulais faire quelque chose de spécial pour elle cette fois. Je lui ai dit d'inviter tout le monde, ses parents, ses collègues, ses vieux amis de la fac, même ses copains de yoga si elle voulait. Elle a levé les yeux de son ordinateur, surprise. Vraiment ? Vraiment, ai-je dit. Tu le mérites. Elle s'est illuminée comme une gosse à Noël. T'es le meilleur, chérie. J'ai souri et l'ai embrassée sur le front. Pendant qu'elle faisait la liste des invités, j'ai appelé mon avocat. On avait signé un contrat de mariage avant de nous marier. À l'époque, je bossais déjà comme journaliste, voyageant entre les reportages et les villes. Elle grimpait les échelons dans son agence. On n'était pas riches, mais ambitieux. Elle trouvait le contrat un peu trop prudent, mais elle l'a signé. Elle disait qu'elle comprenait. Qu'elle ne me trahirait jamais. Ce document est devenu ma bouée de sauvetage. Il y avait une clause simple et claire. En cas d'infidélité, la partie fautive renonçait à toute revendication sur les biens communs, les comptes, ou le soutien financier. Pas de compensation. Pas de levier légal. Juste rien. Je l'ai sorti du classeur dans mon bureau. Je l'ai apporté à mon avocat, avec une clé USB intitulée « Pièce A ». Il n'a pas demandé ce qu'il y avait dessus. Il a juste hoché la tête quand je la lui ai donnée. Autre chose ? A-t-il demandé. Ouais, ai-je dit. Je veux les papiers de divorce prêts à signer. Je veux les lui remettre juste après sa fête. Il a cligné des yeux, puis hoché la tête. Compris. Ce week-end-là, j'ai passé des heures sur mon ordinateur à regarder de vieilles photos et vidéos. Notre mariage. Puis j'ai intégré la vidéo de l'appartement de Nicolas. Pas tout, juste l'essentiel. Je suis resté sobre. J'ai coupé les moments clés. Son sourire en entrant. La façon dont elle versait le vin. Le son de son rire, sa voix disant son nom, la manière dont elle se penchait vers lui avec une chaleur que je n'avais pas vue depuis des mois. Pas de musique. Pas de montage dramatique. Juste une transition nette de la joie à la trahison. J'ai regardé le résultat une fois, puis je l'ai enregistré sous « Célébration d'Élodie ». Les jours suivants ont passé lentement. Elle m'envoyait des photos de décoration, me demandait quel gâteau commander.
Elle n'oublierait jamais ça de sa vie. La veille de la fête, je n'arrêtais pas de faire les 100 pas. Je suis allé dans le garage pour être seul. Je me suis assis sur la glacière et j'ai fixé le mur longtemps. Ce n'était pas du doute. Je ne revenais pas en arrière. J'étais juste, calme. Immobile. Comme dans l'œil d'un cyclone. J'ai vérifié 3 fois l'ordinateur, le projecteur, les câbles. J'avais des sauvegardes de la vidéo sur 2 disques différents. Pas de risque. En rentrant, elle était déjà au lit. Elle a souri et dit, « Demain, ça va être génial. » J'ai hoché la tête. Ça restera dans les annales. La soirée d'anniversaire d'Élodie était presque irréelle. Comme regarder un film que j'avais déjà vu, mais j'étais le seul à connaître la fin. Tout semblait parfait. On n'aurait jamais deviné la tempête qui arrivait. Elle était sublime. Elle portait une robe rouge foncé qui épousait ses formes juste assez pour attirer les regards. Ses parents étaient là, tout sourire. Sa meilleure amie de la fac était venue de Lyon. Ses collègues étaient là aussi, la moitié regrettant leurs talons au bout de 2 heures. Tout le monde riait, parlait, buvait. Personne ne se doutait de rien. Je n'ai pas précipité les choses. J'ai attendu. Vers la 3e heure, quelqu'un a levé son verre pour un toast. Une collègue d'Élodie s'est levée et a fait un petit discours touchant sur comment Élodie illuminait le bureau, et comment elle trouvait toujours les bons mots pour chaque campagne et chaque mauvaise journée. Quelques rires, quelques applaudissements chaleureux. Quand les claps se sont tus, j'ai avancé. « Je peux dire un mot ?» ai-je demandé. Élodie a eu l'air surprise, mais ravie. « Bien sûr. » J'ai pris la télécommande et je me suis dirigé vers le projecteur. Je sentais tous les regards sur moi, mais je n'ai pas tressailli. J'ai préparé une petite vidéo, ai-je dit. Un hommage à Élodie. Notre chemin ensemble. Des souvenirs, des moments que je porterai toujours. Un « Oh » attendri a fusé du fond. Sa mère a joint les mains, déjà émue. Élodie rayonnait. « T'avais pas besoin de faire ça. » Je voulais, ai-je dit. Tu le mérites. J'ai appuyé sur play. Les lumières ont baissé. La salle s'est tue. Les 10 premières minutes étaient magnifiques. Photo de notre mariage. Nous au bord de la Garonne. Notre voyage à Paris. De courtes vidéos de vacances, de fêtes familiales, de moments qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre maintenant. Les gens souriaient. Sa meilleure amie lui a touché la main. Sa mère a essuyé une larme avec une serviette. Puis, le ton a changé. Pas de musique de transition. Pas d'avertissement. La vidéo est passée à une chambre propre, inconnue. Élodie entrant. Tenant une bouteille de vin. Sa voix a rempli la pièce, plaisantant sur les embouteillages, parlant de sa journée. Nicolas est apparu, souriant comme s'il avait fait ça 100 fois. Élodie, assise sur le canapé près du projecteur, s'est figée. Sa posture s'est raidie. Son sourire s'est évaporé. Les rires dans la salle se sont éteints instantanément. Nicolas lui a tendu un verre. Elle s'est assise sur le lit. A parlé doucement. S'est penchée vers lui. Et puis les sons. Des voix. Sa voix. Claire. Familière. Impossible de se tromper. Quelqu'un dans la salle a octé. Élodie s'est levée d'un bond, comme si elle avait touché du feu. Ses yeux écarquillés, figés. Sa bouche s'est ouverte, sans un mot. La vidéo a continué 3 ou 4 secondes avant qu'elle pousse un cri. Pas fort, mais aigu. Paniquée. Elle s'est précipitée sur le projecteur, a arraché le câble d'alimentation. Tout est devenu noir. La salle était silencieuse. On aurait entendu une épingle tomber. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Élodie a regardé autour d'elle, affolée. Ses parents, ses amis, ses collègues. Certains la fixaient, choqués. D'autres détournaient les yeux. Sa meilleure amie avait les mains sur la bouche. Élodie a fui. Elle a couru dans le jardin. Je ne l'ai pas suivie. Parce que je n'étais pas là. J'étais parti 10 minutes avant que la vidéo la plus intéressante commence. Celle que j'avais préparée plus soigneusement que les autres. Je suis sorti par l'arrière, monté dans ma voiture, et j'ai roulé au bout de la rue. Je me suis garé là où je voyais les portes d'entrée, moteur allumé,
main sur le volant. Quand je l'ai vue surgir par les portes, je n'ai pas ressenti de triomphe. Pas de satisfaction. Je me sentais juste fini. Je l'ai regardée dehors, tremblante, regardant autour d'elle comme si elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Puis j'ai tourné le volant, démarré, et laissé la nuit emporter son silence. Quand je suis rentré le lendemain matin, la maison était encore en désordre après la fête. Des verres de vin vides sur le plan de travail, des chaises poussées de travers, une traînée de serviettes tombées comme des miettes sur le sol. Le silence était épais et trop lourd pour un matin. Le soleil n'était même pas encore levé, juste une lumière grise pâle filtrant par les fenêtres de la cuisine. Élodie était assise par terre dans le salon. Toujours dans sa robe rouge. Du mascara coulait sur ses joues, ses cheveux en bataille, ses jambes repliées comme si elle voulait disparaître. Elle a levé les yeux en entendant la porte. Et puis elle a craqué. Sa voix a claqué comme un fouet, perçant le silence. Comment t'as pu me faire honte comme ça? Devant ma famille. Devant tout le monde? Elle s'est levée, bras agités, larmes fraîches sur le visage. C'est quoi ton problème? T'as tout gâché. Je n'ai rien dit. Je suis passé devant elle, direction la cuisine. J'ai ouvert un placard, pris un verre, les rempli d'eau au robinet. J'ai bu lentement. Elle m'a suivi. Dis quelque chose, a-t-elle crié. Je me suis tourné, j'ai marché vers la table à manger, et j'ai posé un dossier avec un bruit sourd. Elle l'a regardé comme s'il était radioactif. C'est quoi, ça, a-t-elle demandé, même si elle savait. Les papiers du divorce, ai-je dit calmement. Signé. La date du tribunal est dedans. T'as 24 heures pour faire tes valises et partir. Je te conseille de t'organiser aujourd'hui. Elle a fixé le dossier comme s'il avait des dents. T'es pas sérieux. Je n'ai rien dit. Elle a fait un pas, la voix tremblante. Je suis désolé, d'accord? J'ai été stupide. Ça voulait rien dire. J'étais perdu. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, fais pas ça. Je me suis détourné et j'ai marché vers le couloir. Sa voix s'est brisée derrière moi. S'il te plaît, écoute-moi. J'ai continué. Et puis elle m'a attrapé le bras, m'a fait pivoter, et s'est jetée sur moi comme une noyée sur une bouée. Je suis désolé, s'il te plaît, ne me quitte pas, a-t-elle sangloté. On peut réparer ça, je ferai n'importe quoi, ne jette pas tout. Je suis resté immobile une seconde. J'ai laissé ses mots flotter dans l'air et retomber comme de la poussière. Puis j'ai doucement détaché ses bras. Elle a essayé de m'agripper encore, mais j'ai reculé. C'est toi qui as tout jeté, ai-je dit doucement. J'ai pris mes clés sur le plan de travail et je suis sorti. Je n'ai même pas claqué la porte. Ce soir-là, en rentrant, rien n'avait changé. Ses valises n'étaient pas faites. Ses vêtements toujours dans l'armoire. Ses chaussures alignées près de la porte, comme si tout était normal. Elle était assise sur le canapé, comme si elle attendait que l'orage passe. Il n'est pas passé. Je ne lui ai pas dit un mot. Je suis allé dans la chambre, j'ai verrouillé la porte, et j'ai dormi sur les couvertures. À l'aube, je me suis levé, je suis allé à la quincaillerie, et j'ai acheté un jeu complet de nouvelles serrures. Quand je suis revenu, elle était déjà partie au travail. Serrure à peine dormant, porte d'entrée, accès au garage, entrée latérale, chaque point d'accès changé. J'ai fait ses valises. Chaque chemisier, chaque botte, chaque sac hors de prix et tiroir de bijoux. J'ai tout plié dans des valises et des cartons. J'ai laissé son ordinateur et ses chargeurs. J'ai retiré son nom de notre compte joint. J'ai mis ses affaires dehors, près de la porte d'entrée. Couverte d'une bâche. J'ai laissé un mot dessus. Tes affaires sont ici. Tu ne vis plus ici. Elle est arrivée en fin d'après-midi. Je l'ai vue par la fenêtre du salon. Elle était sur le perron, en tenue de bureau, essayant chaque clé comme si l'une allait marcher par magie. Quand aucune n'a fonctionné, elle est restée là. Immobile. Puis elle a vu les cartons. Elle s'est agenouillée. A lu le mot. Puis elle s'est assise sur la marche du haut, fixant la rue comme si elle attendait que le sol l'engloutisse. Elle est restée là presque une heure. Puis elle s'est levée, a marché jusqu'à sa voiture, et est partie. J'ai regardé ses feux arrière disparaître au bout de la rue. Pas de satisfaction. Pas de victoire.
Juste de la fatigue. Pour la première fois depuis des années, la maison était calme, d'une manière qui ne me donnait pas la chair de poule. Ça semblait juste. 50 jours après la fête, on était au tribunal. Élodie est arrivée en tailleur bleu marine, comme pour un entretien d'embauche. Cheveux impeccables, maquillage parfait comme si elle pensait encore pouvoir contrôler le récit. La juge, une femme d'une soixantaine d'années, sans chichi, a lu les documents comme si elle avait déjà tout vu et je suppose que c'était le cas. Quand ce fut à Élodie de parler, elle a fait un de ces discours qu'on sort quand on veut avoir l'air désolé sans accepter ce qu'on a fait. Elle a dit qu'elle avait fait des erreurs. Qu'elle s'était perdue dans le stress du travail, dans la pression d'être parfaite, en oubliant d'apprécier ce qu'elle avait. Elle a dit que j'étais un homme bien. Qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal. Qu'elle donnerait tout pour une seconde chance. Je n'ai pas parlé. Pas bougé. Pas secoué la tête. Juste regardé droit devant. La juge n'avait pas l'air émue. Elle a validé le contrat de mariage tel qu'il était rédigé. Pas de droit sur la maison, les comptes. Rien. Élodie est repartie avec son nom de jeune fille, quelques affaires personnelles, et pas grand-chose d'autre. Elle n'a pas regardé en arrière en quittant la salle. Elle est sortie, raide, comme si ses chaussures étaient en plomb. Les semaines suivantes, elle m'a bombardé de textos. D'abord, ils étaient furieux. T'as ruiné ma vie. Comment t'as pu me faire ça devant tout le monde? Tu vas le regretter. Puis ils sont devenus désespérés. S'il te plaît, parle-moi. Tu me manques. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais répondu. Pas une fois. Ils ont fini par s'arrêter. Je suis resté occupé. J'ai pris plus de contrats d'écriture, quelques missions de conseil. Un ami m'a branché avec un développeur qui lançait un nouveau magazine, et j'ai fini par aider à construire leur rédaction. Bien payé. Ça me donnait quelque chose dans quoi m'investir. J'ai vendu la maison 6 mois après le divorce. Trop de souvenirs dans ces murs. Trop d'écho. J'ai acheté un appart plus près du centre de Bordeaux. Plus petit, plus calme, à moi. Et puis, j'ai rencontré Camille. Pas accent grave l'œil ni dramatique. Pas de jeu. Pas de complications. Elle enseignait les maths dans un lycée local. Elle se fichait de l'attention et elle voulait juste être honnête et gentille. On s'est mariés 1 an après notre rencontre. Petite cérémonie, quelques amis proches et ses parents. Pas de spectacle. Juste des vœux qui avaient du sens. Un après-midi, 1 an après notre mariage, Camille et moi étions dans un petit café tranquille en centre-ville. On aimait cet endroit à musique douce, menus écrits à la main, pain au levain frais. On était près de la fenêtre, à siroter un café et partager une tarte aux pommes. C'est là qu'Élodie est entrée. Il m'a fallu une seconde pour la reconnaître. Elle était différente. Plus vieille. Pas dans un mauvais sens, juste fatiguée. La fatigue qui s'installe dans les os. Ses yeux n'avaient plus cet éclat. Elle regardait autour d'elle, incertaine de vouloir être vue ou non. Puis elle m'a vu. Elle s'est approchée lentement, serrant la lanière de son sac comme si c'était la seule chose qui la tenait. « Salut », a-t-elle dit, voix basse. J'ai levé les yeux. Camille aussi. Élodie a esquissé un demi-sourire. « Je peux m'asseoir 1 minute ?» Avant que je puisse répondre, Camille a parlé. Sans hausser la voix. Sans froncer les sourcils. Elle a juste regardé Élodie dans les yeux et dit, calme comme une brise légère. « T'avais tout. Maintenant, t'as rien. Va-t'en. » Le visage d'Élodie s'est effondré. Complètement. Ses yeux se sont remplis de larmes instantanément, et avant qu'elle puisse dire un mot, elles ont coulé. Elle s'est tournée et est partie. Vite. Une main sur le visage, comme pour empêcher le monde de voir. Camille ne l'a même pas regardé partir. Elle a juste pris sa fourchette et repris une bouchée de tarte. On n'en a pas parlé. Pas besoin. On a fini le déjeuner. On a pris le chemin long pour rentrer. Fenêtre baissée. Laissant les remporter tout ça. Je n'ai pas revu Élodie depuis ce jour. Parfois, je me demande comment elle va. Où elle est. Si elle a appris à être honnête avec elle-même, même si personne d'autre ne l'est. Mais je ne m'attarde pas. Parce que j'ai la paix, maintenant. J'ai une vie que j'ai reconstruite de zéro.
Et s'il y a une chose que j'ai apprise de tout ça, c'est ceci. Si ton instinct te dit que quelque chose cloche, écoute. N'explique pas. N'excuse pas. N'attends pas que ça empire. Et quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le dès la première fois. Partagez votre opinion dans les commentaires. L'humiliation publique est-elle une forme de justice acceptable dans les relations? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un j'aime.